Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier. Et top départ pour la 102e émission de Et si on parlait de sport ? Chaque semaine, nous entrons sur le terrain pour mettre en lumière ceux qui font briller le sport dans l'effort comme dans la passion. Ici, pas de temps mort, témoignages, analyses, coups de cœur et belles performances sont au programme. Un grand merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport qui jouent collectif avec nous chaque semaine. Et bien sûr, merci à notre équipe d'animatrices et d'animateurs, chroniqueurs, consultants, des coéquipiers de haut niveau. Et le match commence maintenant. Et si on parlait de sport ? Pour cette 102e émission, nous avons le plaisir d'accueillir le colonel Frédéric Laprevotte, chef de corps du 1er régiment du train de parachutistes, le 1er RTP, le chef d'escadron Christophe, officier adjoint de réserve du 1er RTP et officier de marque de la Mud Race Overlord, dont je vous en parle dans quelques instants, et aussi Morgane Lelièvre, une jeune trail runner qui va nous parler de sa traversée verte. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission. Au sommaire, en première mi-temps, une immersion originale avec des militaires. Ce week-end, la boue, la solidarité, le dépassement de soi étaient au rendez-vous à Toulouse, sur la plateforme de Franck Calzal, à l'occasion de la Mud Race Overlord. Une course à obstacles pas comme les autres, organisée par le 1er régiment du train parachutiste. Dans cette émission, nous revenons sur cet événement hors norme, ouvert à tous, en équipe et à vocation caritative, au profit d'associations comme la Fédération nationale de l'entraide des parachutistes et l'association Terre Fraternité Ado qui soutiennent les blessés de l'armée de terre et leurs familles. Entre sport, engagement et esprit d'équipe, cette émission nous plonge au cœur d'un vrai défi humain et solidaire. Alors, prêt à enfiler les chaussures de trail ? En deuxième mi-temps, nous vous emmenons loin des stades et des gymnases, direction les sentiers, les forêts, les montagnes, là où le sport devient un véritable acte citoyen. Notre invitée du jour est une jeune trail runner au courage immense et à l'engagement sans faille, Morgane Lelièvre. En ce moment, elle traverse la France à pied de Dunkerque à Prat-de-Mollo, plus de 1500 km en ramassant les déchets qu'elle trouve sur sa route. Un défi sportif hors norme, mais aussi un projet écologiste baptisé la Traversée Verte qui mêle endurance, sensibilisation, ramassage citoyen et rencontres humaines. Elle nous racontera en direct depuis son parcours les dessous de cette aventure engagée, les motivations qui l'animent et les moments forts qu'elle partage chaque jour avec les habitants, les écoles et les coureurs croisés en chemin. Un épisode inspirant entre sport, écologie et dépassement de soi. Ne manquez pas cette belle rencontre. Mais avant d'entrer sur le terrain pour cette 102e émission, petit tour par l'avant-match. Et si on parlait de sport, avant-match. Voilà, dans l'avant-match avec les principaux résultats sportifs de la semaine. Athlétisme, les Bleus remportent le titre de championne d'Europe sur 20 km marche par équipe grâce au double podium de Clémence Beretta et Pauline Stey. En paratriathlon, le Français Alexis Anquincan, double champion paralympique, remporte l'étape des World Series de paratriathlon à Yokohama au Japon. En parajudo, mondiaux de parajudo d'Astana au Kazakhstan, les deux seuls Français retenus pour les mondiaux, Sandrine Martinet et Cyril Jonard, ont respectivement décroché une médaille d'argent et une médaille de bronze mardi. En escalade, Coupe du monde de bloc de Curitiba au Brésil, l'équipe de France repart du Brésil avec une victoire de Naïté Maignan et 2 médailles d'argent d'Oriane Berton et Meji Chak. On passe de l'escalade à la boxe avec un combat à l'Adidas Arena, porte de la Chapelle à Paris. Au terme d'un combat compliqué contre le Russe Arslan Yaliev, qui avait gagné ses 16 combats et apparaissait à la 38e place mondiale, le Français Tony Yoka, 55e, s'est imposé samedi au point à l'unanimité. Tennis de table, actuellement les championnats du monde se déroulent à Doha au Qatar. Après la deuxième journée réussie de nos Français, l'entrée en matière de Félix et Alexis Lebrun a été très compliquée, mais c'est bien terminé. Florian Bourrasso et Esteban Dor se sont également imposés face à la paire malaisienne Chung Sen-Yong. En double mix, Simon Gauzy et Pritika Pavad ont écarté les Allemands Franziska Kaufmann.
3-7 à 1. Thibaut Poré et Léana Auchard sont venus à bout de la paire indienne Desai Korpad après avoir été menés 2-7 à 0. Dans le tournoi féminin, Charlotte Lutz s'est imposée face à la sud-coréenne 4 à 2. Eunyin Lee et Pritika Pavad a, elle, disposé de l'espagnole Maria Xiao 4-7 à 1. Enfin, chez les hommes, Simon Gauzy a battu facilement l'Égyptien Mahmoud Elmit 4-7 à 0 pendant que Thibaut Poré disposait de l'Indien Chatiyan Guanasekaran sur le même score. Voilà pour le début de ces championnats du monde de tennis de table à suivre dans la semaine. En tennis maintenant, le Masters ATP WTA 1000 de Rome. L'italienne, c'est la jeune italienne Jasmine Paolini qui a facilement dominé l'américaine Coco Gauff 6-4, 6-2 en finale. Elle s'offre son plus beau titre à domicile. Et chez les hommes, Carlos Alcaraz, impressionnant dimanche en finale, a remporté le Masters 1000 de Rome, son 7e titre dans cette catégorie en battant Yannick Sinner 7-6, 6-1. En double, la paire française composée de Sadio Doumbia et Fabien Reboul s'est imposée en finale face à Marcello Arevalo et Maté Pavic 6-4, 6-7, 13-11. Challenger de Bordeaux, le français Giovanni Mepecci Pericard a remporté le tournoi en venant à bout de Nicolas Basilashvili 6-3, 6-7, 7-5. En golf, 107e PGA Championships à Quail Hollow en Caroline du Nord, l'Américain Scotty Scheffler a remporté son premier PGA Championships et son 3e titre du Grand Chelem sur le parcours de Quail Hollow Clubs. -11, le Français Mathieu Pavon a manqué son 4e tour, 78, et finit assez loin à la 41e +2. En Dutch Lady européenne aux Pays-Bas, longtemps dans le coup pour la gagne, Perrine Delacour, -4, a pris la 9e place sur le circuit Ladies European Tour. Le tournoi a été remporté par l'anglaise Mimi Rode, -9. Canoë-kayak, avec Camille Brigeant qui décroche le titre européen devant sa compatriote Angel Hug au championnat d'Europe de canoë-kayak. VTT, Coupe du Monde de Bielsko-Biała en Pologne, Loïc Bruni, quintuple champion du monde, a remporté la descente élite. En cyclisme féminin, Tour du Pays Basque, une semaine après son succès final sur le Tour d'Espagne, la néerlandaise Demi Vollering a remporté le Tour du Pays Basque dimanche en s'imposant dans la 3e et dernière étape en solidaire. Cyclisme chez les hommes avec le Giro Tour d'Italie qui continue, vainqueur de la 9e étape du Giro dimanche. Wout van Aert a levé les bras pour la première fois de la saison. Le Belge s'est finalement imposé devant le Mexicain Isaac Del Toro en le dépassant dans la montée finale tracée dans les rues étroites de la cité Toxane. On passe au basket maintenant avec le basket 3-3, la FIBA 3-3 World Tour, Masters d'Amsterdam. Les Stormers de Toulouse ont frappé un grand coup en remportant leur tout premier titre sur le circuit Masters. L'équipe de basket 3-3 de Toulouse, des vice-champions olympiques de Jules Rambo et Franck Seguela, l'a emporté face aux Serbes de Liman 21-19. Basket femme, Boulangère Wonder League finale. Pour la 2e fois de son histoire, le Basketland a remporté vendredi le titre de championne de France après avoir surclassé Tarbes 84-51 en finale. Nationale féminine 2, finale retour, elles l'ont fait. Championne de France de la Ligue féminine 2, elles s'imposant sur le parquet de Montbrison samedi. Les Toulousaines remportent le titre et retrouveront la Boulangère Wonder League la semaine prochaine. Un nouveau titre, le second de la Ligue féminine 2 de son histoire, après 2022, au terme d'une saison magnifique. Bravo les filles. Basket homme, la 30e et dernière journée de Betclic Elite a livré un verdict favorable au Paris Basketball qui, en s'imposant à Nancy 105-86, s'est adjudé la première place de la saison régulière, grâce notamment à la déroute de Monaco à Chalon-sur-Saône 65-90. Handball femmes, Coupe de France, finale à l'Accor Arena. Metz a largement dominé 32-18 Paris 92 pour remporter samedi sa 4e Coupe de France d'affilée, la 13e de son histoire. Handball homme avec aussi la Coupe de France finale. Sevré de trophées depuis 2018, Montpellier a raflé la 14e Coupe de France dimanche à Paris face au Paris Saint-Germain. Au bout de la séance des tirs au but, 28-28, on a 8-7 au tir au but. Volley féminin, match de préparation à la Ligue des Nations. Pour leur première sortie de la saison, les Bleus et leur nouveau sélectionneur César Hernández González ont été nettement dominés par les Slovènes 3-7-0 vendredi. Volley masculin, Marmara Spitlag, finale. Retour, Tours en remporte un 10e titre de champion de France en battant facilement Poitiers 3-0. Hockey sur glace avec le championnat du monde à Stockholm en Suède qui se poursuit. Face à la Suède, le pays organisateur comptant parmi les favoris du mondial, l'équipe de France est logiquement inclinée 4-0 samedi. Les Bleus joueront leur maintien dans l'élite contre la Slovénie.
En football féminin, Arkema Première Ligue en dominant le Paris Saint-Germain vendredi au Groupama Stadium 3-0. Lyon a logiquement remporté l'Arkema Première Ligue, une 18e couronne pour les Rodaniens. Football, les hommes cette fois-ci avec la Ligue 1, 34e et dernière journée, battue par Toulouse 2-3 samedi. Saint-Etienne est relégué en Ligue 2. Un an après sa montée, Nantes n'a pas tremblé longtemps contre Montpellier, victoire 3-0. Ligue 2, le FC Lorient a terminé champion de la Ligue 2 et remonte en Ligue 1, un an après sa dernière relégation. Deuxième, le Paris FC, enfin promu après plusieurs tentatives infructueuses en play-off. Rugby à 13, Super League, 11e journée, les Dragons se sont effondrés sur la pelouse de Sainte-Hélène Saints, 40-0. On passe au rugby à 15, top 14, 24e journée. Le Racing 92 s'impose à Toulouse 35-37 et assure son maintien en top 14. La Rochelle surclasse Montpellier 47-18 avec bonus offensif et monte à la 5e place du top 14. L'Union Bordeaux-Bègles a failli se faire surprendre par Castres en fin de match samedi, mais a finalement résisté au retour castrais 34-29. Clermont, qui avait vu son match de Castres reporté la semaine dernière, a retrouvé la compétition avec une victoire contre Perpignan à 31-13. Pro D2, 30e et dernière journée, Brive en déplacement à Béziers a largement fait tourner son effectif et se sont inclinés 24-57. Colomiers battu lui aussi sur la pelouse de Biarritz 27-35. Et enfin Montpellier, 6e, s'est aussi incliné à Aurillac 10-36, place au play-off. Automobile Formule 1, le Grand Prix d'Émilie-Romagne en Italie. Et c'est Max Verstappen sur la Red Bull qui a signé dimanche sa deuxième victoire de la saison. Le Néerlandais a devancé les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Lewis Hamilton, Messier pilote Ferrari, termine 4e. Et Isaac Hadjar sur Racing Bull, meilleur français, prend la 9e place. Et en rallye WRC du Portugal, Sébastien Ogier sur Toyota s'est imposé dimanche, son deuxième succès cette saison après le Monte-Carlo et le 73e de sa carrière en WRC. Le Français a devancé l'Estonien Otte Tanak sur Hyundai et le Finlandais Kalle Rovanperä sur Toyota. Championnat de France des rallyes d'Antibes avec le rallye d'Antibes avec l'Isérois Johan Bonato et Benjamin Woulou, Citroën C3 en rallye 2 qui prennent le large en championnat de France en remportant le rallye d'Antibes. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parle de sport avec nos invités, le colonel Frédéric Laprevotte, chef d'escadron Christophe. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, une première mi-temps consacrée à la Mud Race Overload avec nos invités, le colonel Frédéric Laprevotte, chef de corps du 1er régiment du train parachutiste, 1er RTP, le chef d'escadron Christophe, qui est officier adjoint de réserve du 1er RTP et officier de marque de la Mud Race Overlord. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end, mais avant, on va vous demander de vous présenter un peu pour nos auditeurs. Racontez-nous qui vous êtes et pourquoi on en est arrivé à créer un événement comme ça. Moi, d'abord, vous présentez tous les deux. Bien, bonjour à tous, moi je suis le colonel Laprevotte, comme vous l'avez dit, chef de corps du 1er RTP, régiment du train parachutiste. Donc en fait, un régiment dont la mission est la mise à terre, par aérolargage ou par posée, des parachutistes de la brigade, personnel et matériel, puis leur ravitaillement. Alors, je vais peut-être te laisser te présenter aussi. Chacun votre tour, et puis après, on va aller plus loin sur l'épreuve en elle-même. Christophe. Moi, je suis pour ma part récemment réserviste, puisque retraité depuis le 1er août. Et j'ai donc pris les fonctions d'officier adjoint réserve au sein du régiment et d'officier de marque pour l'occasion à l'organisation de la course. Alors justement, on va un petit peu parler de cette course. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots ? Alors, ça s'appelle la Mud Race Overlord. Est-ce que je suis bon ? Oui, tout à fait. Donc, la Mud Race Overlord, en fait, c'est une course que l'on a décidé de programmer et de réaliser pour récolter des fonds au profit des blessés de l'armée de terre. Donc, Mud Race Overlord, en fait, une course d'obstacles immersive et ludique. Le but, c'était vraiment de faire quelque chose qui soit accessible à tous les niveaux, de permettre autant aux gens qui ne font jamais de sport, mais de venir simplement partager un beau moment entre amis, qu'à des athlètes assez aguerris, rustiques, de se donner à fond. Voilà, donc une course immersive également sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, d'où Overlord. Et je pense que alors justement, c'était un peu la question journaliste que j'ai envie de poser. Ça veut dire quoi Overlord ? Et est-ce que c'est un clin d'œil à une référence historique ? Oui, bien sûr. Quand on a décidé d'organiser l'épreuve, il nous est apparu assez rapidement qu'il fallait lui trouver un nom.
Donc ce nom, en réfléchissant un peu, brigade parachutiste, parachutage d'envergure. De suite, s'est imposé à nous les opérations de parachutage pour le débarquement, donc l'opération Overlord, avec les parachutages qui faisaient partie intégrante de cette opération de débarquement, qui plus particulièrement s'appelait Neptune, mais pour le public de manière générale, on a préféré garder la générique Overlord pour baptiser cette course d'obstacles. Mud Race, pourquoi en anglais ? Mud Race parce que c'est généralement le baptême des courses qu'on rencontre dans l'environnement sportif, c'est tout ce genre d'activité qui a tendance à bien prendre actuellement. Et du baptême Overlord est née un peu la thématique et notre volonté de faire cette course interactive, vivante et immersive. Ça passe bien, c'est fun, donc ça peut attirer beaucoup de jeunes aussi. Exactement, c'était exactement ça l'idée, de surfer sur la vague des courses d'obstacles qui sont vraiment tendance ces dernières années. Alors qu'est-ce qui la rend unique par rapport effectivement à d'autres courses d'obstacles ? Alors c'est pas un parcours du combattant, on m'avait dit, mais c'est quoi la différence ? Alors effectivement, c'est pas un parcours du combattant, en fait elle est unique à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle est organisée par des militaires dans une enceinte militaire, mais effectivement, donc on s'est dit le civil va vouloir goûter à la chose militaire. Donc il fallait qu'on lui donne des choses qui lui permettent de s'associer aux militaires. Donc effectivement, c'est pas un parcours d'obstacles, mais parmi les obstacles qu'ils ont pu franchir, il y avait certains obstacles du parcours du combattant assez mythiques. Il y avait également du tir avec des armes airsoft, qui sont des répliques de ce qu'on utilise dans la réalité, par exemple. Mais unique surtout parce que en fait, c'était bien plus qu'une course finalement, mais une histoire. En fait, le participant, le racer arrivait, il était là comme une recrue. Donc mise dans l'ambiance type Deuxième Guerre mondiale, il passait par une chaîne d'incorporation, fictive évidemment, avec passage chez le coiffeur, vous recréez le service militaire de l'époque en fait. Exactement, alors en moins de 10 minutes. Être très clair, on a fait tous, pour une génération, on sait ce que c'est que ce parcours du combattant qu'on a tous plus ou moins fait. Mais ce qui manque à beaucoup de gens, donc avec effectivement le passage dans la fameuse chaîne d'incorporation, coiffeur, médecin, habillement, avec évidemment des habits pas à la bonne taille, par exemple. Oui. Un petit échauffement par nos spécialistes du bureau des sports. Et ensuite, les gens se lançaient sur la course qui était divisée en 2 tronçons principaux. Le premier, où en fait, on simulait un entraînement. Donc, à chaque fois, avec des militaires qui jouaient le rôle des sergents instructeurs, comme on peut voir dans les films américains de l'époque. Et donc, qui visaient à la fois à échauffer avec des obstacles au début assez faciles et qui faisaient monter le cardio. Et puis ensuite, on s'approchait de la réalité et donc un passage phare où on simulait un parachutage sur les plages de Normandie et donc beaucoup plus humide un petit peu par la suite. Tout ça donc est des personnes qui jouaient le rôle de soldats alliés, des partisans, résistants, soldats allemands. Un jeu de rôle en fait. Exactement. Et la course d'obstacles se faisait au milieu de tout ça, avec des véhicules d'époque, avec à l'arrivée un groupe de danseuses sur des musiques d'époque et habillées comme à l'époque, etc. En fait, le participant était plongé dans l'univers du débarquement de Normandie, de l'incorporation à la victoire. Chef d'escadron, juste une question. Comment ça vous est venu cette idée-là ? C'est sorti de quoi ? Parce que vous me dites que là, vous venez de finir votre période et vous êtes maintenant un peu lancé dans cette réserve. Donc vous avez cogité sur une idée comme ça. Ça vous vient de d'où ? Alors le point de départ de cette idée, c'est septembre l'année dernière. On était en séminaire de commandement. On a décidé de créer, de prendre en charge l'organisation de cette course. Et de fil en aiguille, en partant de la nécessité de baptême, est sorti le thème de la course. Et au fil du temps, en échange avec le chef de corps, bien évidemment, on a échafaudé toute une structure avec de plus en plus de détails, parce que les idées en entraînant d'autres. Donc on a été pris dans une spirale de la perfection. Vous avez déliré, quoi. Comme diraient les jeunes aujourd'hui. C'est un peu ça, on a déliré, on s'est fait plaisir, on a organisé quelque chose avec un souci du détail de plus en plus poussé, bien aidé bien évidemment avec les contacts qu'on a pu établir avec l'association de véhicules anciens de Montauban qui nous a amené tous les véhicules, qui nous a amené les tenues d'époque, bien aidé par d'autres régiments de la brigade qui nous ont permis d'acheminer des moyens, bien aidé par des bonnes volontés entre guillemets, parce que le musée du mémorial de Caen notamment qui nous a permis d'avoir les petits cadeaux, les petits criquets utilisés par la 101e Airborne. Donc on était dans la thématique, ça leur plaisait beaucoup. L'idée leur plaisait, ils nous ont bien aidé notamment sur l'acheminement des petits cadeaux parce que l'effectif étant fixé au dernier moment, ils ont été très réactifs et je tiens à les remercier, à souligner leur efficacité sur la chose. On va un peu plus loin. C'est quoi l'objectif de cette course ? Dépassement de soi, cohésion, collecte de fonds ou un petit peu tout à la fois ? Alors c'est un peu tout à la fois. Je vais juste revenir sur effectivement la thématique qui a été poussée à fond. Le but
premier de cette course, c'était de récolter des fonds pour les blessés de l'armée de terre. Et avec ce thème, en fait, c'était pas prévu initialement, mais là encore, de fil en aiguille, en rencontrant des gens, eh bien, l'ONAC-VG, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, nous a labellisé du 80e anniversaire de la libération. Voilà, donc ce qui montre aussi que ça a été fait, certes, sous forme de délire, mais aussi avec un souci quand même de plonger les gens dans l'univers de cette course. En second lieu, le but était aussi d'inviter chacun à venir se dépasser, et notamment les civils, puisque c'était une occasion aussi d'ouvrir les portes donc au monde militaire. Chacun à se dépasser, à venir se faire plaisir, et là encore à tous les niveaux. Donc le but, c'était vraiment de pouvoir permettre à des jeunes à partir de 15 ans de venir se donner simplement en famille, et puis de permettre aussi à des sportifs qui ont l'habitude des Spartan Race, Mud Race, etc., de venir se confronter un peu à la chose un peu plus rugueuse militaire, et de pouvoir se dépasser. Et vu les retours, je pense qu'on a atteint cet objectif. Alors, j'ai une petite question annexe, mais c'était garçon ou fille ? Oui, tout à fait. Oui. C'était vraiment de tout public. Donc, garçons, filles. On a eu énormément de filles, d'ailleurs, qui se sont inscrites. Alors, on avait vu déjà que le succès de ces courses était assez important chez les personnels féminins, puisque les épouses des personnels du régiment avaient participé à la Mud Girl de Muret l'année dernière. Donc ça nous a donné envie de faire quelque chose vraiment avec des niveaux accessibles à tous. Donc c'est pour ça qu'on avait 2 parcours et 2 niveaux de difficulté par parcours. Donc en gros, le premier facteur discriminant pour la difficulté était la longueur du parcours, 6 et 9 km. Et ensuite, sur chaque parcours, on avait la possibilité d'avoir une aide pour le franchissement des obstacles qui était identique. On en revient dans quelques instants. Je voulais juste conclure avec les bénéfices qui sont de cet événement, qui sont quand même reversés à Terre Fraternité Ado. Et vous l'avez dit tout à l'heure aussi à une autre organisation. Oui, tout à fait. Terre Fraternité Ado, qui est une association qui vient en aide à l'ensemble des blessés de l'armée de terre. Et l'autre association qui est l'entrée de parachutistes, qui elle vient en aide plus spécifiquement aux parachutistes et à leurs familles. Et donc ça nous tenait à cœur d'agir dans ce cadre-là et de répartir les gains entre ces deux associations qui œuvrent énormément aujourd'hui pour nos blessés, qu'ils soient physiques ou psychologiques, qui fournissent un accompagnement. Ça peut aller d'un accompagnement physique, la prothèse par exemple, ou aussi à des accompagnements pour tout ce qui est psychologique. Et là on peut penser au recours aux chiens par exemple. Revenons sur l'événement lui-même. Quel bilan on peut tirer en fait de cette journée maintenant ? C'est très très positif de par le nombre d'inscrits. On a dépassé les 700 inscrits sur la course. Donc déjà ça de notre point de vue c'est très satisfaisant pour une première, pour une unité qui n'a aucune notoriété dans le domaine, dans l'organisation de ce genre d'épreuve. Donc c'était de ce point de vue-là très satisfaisant. Et le point vraiment satisfaisant c'est la banane. La banane des gens à la sortie. Et c'était totalement incroyable de voir les gens avec des étincelles dans les yeux, des étoiles dans les yeux et venir nous dire super, merci, c'était génial, vous recommencez quand ? Donc ça pour nous c'est le premier facteur de réussite, il n'y en a pas d'autre. On va revenir sur le terrain parce que la curiosité est là. On peut nous parler un peu des parcours parce qu'il y a 2 parcours, vous l'aviez commencé à en parler tout à l'heure, 6 et 9 km. Quelles sont les différences entre les 2 niveaux ? Donc sur le 6 et 9 km, donc le premier discriminant, comme je le disais tout à l'heure, c'était la distance à parcourir. Donc 6 pour le plus petit et 9 pour le parcours le plus ambitieux, pour ceux qui étaient les plus aguerris ou qui pensaient l'être. Donc on avait volontairement choisi d'être sur quelque chose d'un peu rugueux, comme l'a dit le chef de corps tout à l'heure. Parce qu'on ne voulait pas être dans la même chose que les autres. On a évoqué la Mud Girl qui travaille beaucoup à partir de structures gonflables, etc., qui peut avoir des aspects plus faciles, plus ludiques. Nous, on a quand même souhaité rester dans quelque chose d'un peu difficile. Le parcours du combattant, il n'y avait pas de truc gonflable. Hein. C'est exactement ça. Donc on ne voulait pas copier ces courses-là et on voulait rester un peu nous-mêmes et montrer ce que nous on fait. Donc ça c'était une chose, ne pas chercher à changer sa nature, c'est parfois très bien. Un passage de la planche était prévu, non ? Il était prévu. Ah, ça c'était un événement. La planchette irlandaise était bien au rendez-vous. Voilà. Donc ensuite, comme on voulait cette course accessible à tous, donc on avait choisi de mettre 2 niveaux de difficulté sur chacun des parcours. Ce niveau de difficulté, en fait, il était créé par une aide mise en place pour franchir l'obstacle. Si c'était un obstacle en hauteur, il y avait une marche pour faciliter l'accès. S'il y avait des difficultés à passer à l'intérieur, ça pouvait être la dimension du passage inférieur qui permettait de s'adapter à la population présente. Alors une question quand même pour rassurer peut-être les gens ou les mamans qui envoient leurs enfants de 15 ans, comme on dit. Comment vous aviez travaillé sur la partie sécuritaire justement, où vous parliez d'accompagnement, comment ça s'était organisé ? Alors déjà, on peut revenir effectivement sur les âges de la population. Donc on a parlé hommes-femmes effectivement avec une proportion quasi identique hommes-femmes. Les âges de 15 à 66 ans. Donc, il y en avait vraiment pour tous les goûts. La sécurité, c'était évidemment le cœur de la chose. Alors, déjà, par nature, on est habitué à faire ce genre d'activité. Donc, là-dessus, on a des experts du domaine du sport, des experts du domaine du combat, etc.
Et donc chaque obstacle évidemment a été préparé avec soin. Et on a forcément adapté justement tout ce qui pouvait être des problèmes de réception, etc. en mettant des tapis amortisseurs, en protégeant tout ce qui pouvait être abrasif, trop abrasif, etc., etc. On est évidemment passé en amont sur l'ensemble des obstacles et on a fait réaliser le parcours à blanc par une équipe pour s'assurer vraiment qu'on n'avait rien raté. Et donc on n'a pas eu de grosses difficultés de ce côté-là. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'il fallait être un sportif aguerri pour participer ou est-ce que c'était accessible à tous ? Oui, tout à fait, c'était vraiment accessible à tous. Après, on avait bien prévenu les gens que le parcours 6 était accessible à tous et c'était pour se faire plaisir. Et le parcours 9 qui était un peu plus engagé en termes de distance avec ses 2 niveaux de difficulté. Si une équipe s'engageait sur le 9 noir, puisqu'on avait 4 parcours identifiés par les couleurs, comme les pistes de ski, donc vert, bleu, rouge, noir, avec chacun un baptême qu'on avait baptisé à l'identique des plages du débarquement. Donc on avait Omaha, Sword, Juno et Utah, merci Mogonel. Donc ces 4 plages de débarquement indiquaient également le niveau de difficulté avec la couleur. Et là, l'équipe qui s'attaquait au parcours noir, c'était comme une piste de ski de niveau noir, quoi. Il fallait quand même être un peu physique pour le réaliser dans son intégralité sans aide. Et 0 blessé, tout s'est bien passé. On a eu quelques blessés légers. Ouais. Donc on était soutenu par un organisme civil qui est la Croix de Malte, qui assurait le soutien médical. Quelques abandons pour cause médicale, mais rien de grave a priori. L'organisation d'un tel événement sur une base militaire, c'est un vrai défi logistique finalement. Alors oui, c'est un défi logistique évidemment, mais pas que. C'est avant tout un défi sécuritaire. Naturellement, on peut pas laisser les gens se promener n'importe comment dans l'enceinte. Alors il se trouve qu'on a un quartier qui s'y prêtait bien, puisqu'on est resté essentiellement sur les abords du quartier et qu'on a profité du terrain finalement. On a optimisé au maximum les ressources dont on disposait. Ensuite, on était tous mobilisés pour l'événement. Et finalement, le fait d'avoir ce caractère immersif avec le scénario, on avait des militaires présents sur tout le parcours. Donc à la fois pour notre sécurité et pour celle des participants, c'était assez efficace. Ensuite, le défi logistique, bien évidemment, mais là encore, on s'est appuyé sur l'existant au maximum. Et je pense que c'est aussi ce qu'ont apprécié les gens. On parlait du parcours du combattant, mais c'est typiquement ça. Je pense que quand quelqu'un qui est civil vient dans une caserne, certains nous avaient posé la question, est-ce qu'on fera le parcours du combattant ? Alors, pas en entier, évidemment, mais les obstacles bas, justement, pour la sécurité, ils l'ont fait. Il y a eu des difficultés ou des imprévus sur le terrain ? Pas réellement, non, j'en ai pas en tête de suite. Après, on a effacé, on a essuyé pas mal de plâtre avec l'équipe qui a fait l'ouverture et le test des obstacles durant la semaine, ce qui nous a amené à mettre des tapis pour éviter que les buses béton soient trop abrasives. Donc tout ça, on l'a évacué en amont, ce qui fait qu'on a eu quasiment aucune surprise durant l'épreuve. Si vraiment on devait dire quelque chose, parce que tout est toujours perfectible, le week-end a été très favorable. Et donc les températures sont assez vite montées et effectivement on avait prévu un ravitaillement à mi-parcours et on a augmenté le nombre de ravitaillements possibles au long du parcours au fur et à mesure de la journée parce que il faisait quand même assez chaud. Voilà, c'est vraiment l'exemple type. C'est une course qui a une vocation à devenir un rendez-vous régulier parce qu'on s'est lancé, je pousse un peu le bouchon, est-ce qu'on a déjà prévu une nouvelle date ? Est-ce qu'on va se relancer ? Je serais tenté de dire qu'au début, c'était pas prévu. Comme maintenant, ça a bien fonctionné et qu'on a bien senti qu'il y avait une attente de par les gens qui sont venus et également une frustration de ceux qui ne sont pas venus parce qu'ils n'ont pas osé, parce qu'ils ne savaient pas vraiment vers quoi on allait. Parce qu'il était difficile de décrire l'épreuve en elle-même au travers d'une affiche ou d'un post sur les réseaux sociaux. Donc il y a une demande. Maintenant, il faut qu'on voit dans quelle mesure on peut reconduire. Est-ce que si on reconduit la même chose, la thématique sera pas un peu usé entre guillemets et que les gens n'adhéreront plus parce qu'ils ont déjà vu? Est-ce qu'il faut qu'on reparte sur autre chose et avec pas de garantie de faire quelque chose d'aussi bien? C'est en gestation. À ce stade, il est impossible de dire. Si vous prenez un peu ce que fait puisqu'on parlait de la référence du Puy du Fou, ils sont capables d'inventer chaque année des nouvelles scènes, des nouveaux sujets. Ça peut être une idée. Alors, j'aime beaucoup votre référence parce que c'était un peu non pas mon slogan, mais un peu mon leitmotiv que j'ai diffusé à plusieurs reprises pour faire quand j'ai présenté l'activité, quand on a construit cette activité. Donc sans vouloir être à ce niveau-là, mais j'ai dit sans vouloir copier la ruée des Fadas ni le Puy du Fou, nous ce qu'on aimerait monter, c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre l'un et l'autre. Donc une course d'obstacles immersive où les gens sont pris dans le jeu. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on a réussi à créer, je pense, parce que les figurants, les gens qui étaient sur les obstacles dans leur tenue d'époque, ils ont vraiment joué leur rôle, ils se sont pris eux-mêmes au jeu au fil des répétitions et le jour J.
Et on avait vraiment des partisans qui accueillaient des soldats ennemis qui avaient appris un allemand tout à fait récent. On le sentait bien, mais que ça faisait parfaitement illusion. Et pour les soldats américains, c'était parfaitement en place, quoi. Donc les gens se sont vraiment replongés dans l'atmosphère qui pouvait être un peu celle de l'époque, avec les bruitages sonores et pas de risque. 700 personnes, ça veut dire qu'il faut vous préparer à multiplier par 2 ou par 3 et peut-être des internationaux qui vont venir jouer le jeu. Oui, si on recommence, ce sera pour faire le double, évidemment. Après, 700 personnes, c'est déjà un joli défi parce qu'on n'a pas parlé, mais les départs se faisaient par équipe et donc échelonnés par vagues successives avec des départs toutes les 5 minutes entre 9h et 17h. Donc la journée était assez dense. Je voudrais juste revenir sur ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Le refaire, c'est très tentant, évidemment. Mais justement, on n'est pas le plus du fou, on a aussi une mission. Bien sûr. Et ça se fait en plus du métier de militaire. Donc il faut trouver le juste équilibre entre justement rencontrer la population, lui présenter ce genre d'activité qui pour nous avait un intérêt majeur, et je pense que cette tribune permet de le présenter. C'est justement de montrer l'intérêt aussi qu'on a pour le sport, et donc de mêler le sport, les militaires, les civils, et de faire un beau mélange de tout ça. On aura l'occasion de vous recevoir et de recevoir d'autres sportifs militaires. Comme on l'a dit, on sait que nos sportifs militaires ont gagné pas mal de médailles aussi aux différents jeux, nous représentent bien. Voilà, merci à tous les deux. Un dernier mot, mon colonel, pour conclure cette interview. Oui, alors juste un petit mot aussi vous avez parlé des Jeux Olympiques, et il faut savoir que le régiment est partenaire et parraine à un champion de taekwondo, Cyril Ravet, qui a obtenu la médaille de bronze donc au dernier JO. Alors il y avait aussi, je crois, un élément important dans ces animations. Oui, tout à fait. Alors, on va pas les citer tous, toutes les personnes qui nous ont aidés, qui étaient avec nous ce jour-là, mais on avait également la musique des parachutistes, qui nous a fait le plaisir d'animer également la zone d'arrivée avec 2 sous-ensembles qui ont donné l'ambiance avec la qualité habituelle. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. Pour ceux qui l'ont jamais vécu, c'est un petit peu un avant-goût de ce qu'on a vécu dans certaines années du service militaire. Mais là, ils ont mis tout autour des protections que nous, on n'avait pas à l'époque. Mais en tout cas, bravo pour ce que vous venez de faire. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci infiniment pour cet échange. Félicitations à vous et à toute l'équipe du 1er régiment de train parachutistes pour cette belle réussite et pour votre engagement en faveur de Terre Fraternité Ado et l'entraide parachutiste. Voilà, une association précieuse qui accompagne donc les blessés de l'armée de terre, soutien des familles endeuillées, félicitations de la réinsertion de militaires après un accident ou un traumatisme. Voilà, c'est vraiment des engagements qui vous honorent. Vous êtes bien sûr les bienvenus dans cette émission quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Place maintenant à une toute nouvelle chronique spéciale sur Roland Garros avec David Setbon. Et si on parlait de sport, la chronique. Aujourd'hui, direction la porte d'Auteuil, la terre battue, les revers à une main et les glissades. Vous l'avez deviné, c'est une chronique spéciale Roland Garros. Et pour nous accompagner, notre chroniqueur du jour, David Setbon, qui est professeur et spécialiste de tennis. Bonjour David. Bonjour Laurent, merci de m'avoir accueilli pour parler d'un des plus prestigieux tournois du monde. Alors David, on va commencer par une petite mise au point historique. Pourquoi ce tournoi porte-t-il le nom de Roland Garros ? Ce n'est pas un joueur de tennis. Et non, du tout, justement. Contrairement à ce qu'on pourrait le penser, Roland Garros était un aviateur, un héros de guerre de la Première Guerre mondiale, qui est mort sous les couleurs de la France autour de 1918, je crois. Et figurez-vous qu'en fait, il avait un ami qui était un rugbyman, qui jouait au rugby à 15, qui s'appelait Émile Le Sueur, qui était un compagnon à lui à HEC, et qui avait voulu justement donner le nom. Il avait même imposé le nom de Roland Garros au célèbre stade après, pour pouvoir justement honorer son nom. Alors, comment s'est développé finalement ce tournoi dans les premières années ? Alors, les premières années, c'était vraiment autour des années 20, où on a appelé ça l'âge d'or du tennis français, parce qu'au départ, il n'y avait que des joueurs français, dont des noms très célèbres comme Suzanne Lenglen, qui a remporté quand même 6 titres entre 1920 et 1926. Et chez les hommes, on connaît très bien les 4 mousquetaires. Il y a même les statues à leur effigie au stade, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà eu la chance d'y aller, qui s'appelaient Jacques Brugnon, Henri Cochet, Jean Borotra et René Lacoste, et qui ont tout de même 10 titres à eux deux entre 1922 et 1932. Alors, à quel moment Roland Garros entre vraiment dans l'ère moderne du tennis ? Ça rentre dans l'ère moderne. Il y a eu une coupure importante, forcément, par l'intermédiaire de la Deuxième Guerre mondiale, par la force des choses. Et ensuite, quand c'était fini, il y a eu des grands noms qui sont arrivés, et des grands noms internationaux, comme Rod Laver, Ken Rosewall ou Margaret Court.
Et d'ailleurs, c'est rentré, on va dire que le tennis professionnel a commencé peu de temps après, en 1968. On a 1967 aussi quand même une Française, Françoise Dürr, qui s'était imposée. Et juste avant, justement, le passage au professionnalisme en 1968, où après on a eu le départ de très grands noms qui sont arrivés au tournoi, comme tous ceux qui ont pu connaître Borg, Lendl, Seles, Chris Evert qui a d'ailleurs le record au niveau féminin avec 7 titres. Monica Seles aussi. Monica Seles, bien sûr, voilà, qui a été une des joueuses, on va dire de légende, avec sa grande rivale Steffi Graf. On parle de record. J'étais sur le record de Chris Evert. On connaît bien sûr le record incroyable de Nadal avec ses 14 titres. On en parle tout à l'heure, justement, à côté des infrastructures, le stade, on va parler un tout petit peu de ça, a aussi beaucoup évolué par rapport à ses débuts. Oui, complètement. En 1979, on passe de 5 à 10 cours. Et depuis 86, entre 86 et 94, plus exactement, on est passé à 20 cours. Et parmi les cours principaux, beaucoup ont entendu parler, bien sûr, du cours central, le Philippe Chatrier. Il y a le Suzanne Lenglen aussi et le cours Simone Mathieu. Ce qu'on appelle ces fameux cours qui ont écrit finalement une certaine légende de ce tournoi. C'est passé justement des matchs historiques sur ces terrains-là, et on a retrouvé par exemple des triplés de Ivan Lendl, de Mats Wilander, dont les 6 titres aussi de Björn Borg. Alors mais justement, certains grands noms n'ont jamais réussi à s'imposer à Paris. Ah oui, il y a des noms qui ont des noms pourtant pareil, qui ont fait l'histoire du tennis, mais qui ont jamais su s'imposer sur la terre battue, comme Bill Tilden, Jimmy Connors, John McEnroe, Sampras, Hingis chez les filles, Venus Williams aussi, et d'autres joueurs qui ont failli passer à la trappe, mais qui ont quand même réussi à inscrire leur nom quand même au palmarès. Ouais, faut les citer. Bien sûr, André Agassi en 99. Et Roger Federer qui a failli ne pas inscrire son nom, c'est jamais extraordinaire. Ça aurait été en ayant 20 titres du Grand Chelem à son actif, ça aurait été dommage de pas avoir Roland Garros. Alors tu as évoqué Taylor Nadal, mais enfin il y a quand même un personnage là-dedans aussi qui a patienté longtemps et qui est un monstre du tennis. Djokovic. Bah oui. Bien sûr, il a patienté, il a attendu de laisser passer l'ouragan Nadal un petit peu, mais encore il a su, c'est un peu faux parce qu'il a su le battre quand même dans la fleur de son âge. Et côté français quand même, le dernier Sacre, on le connaît bien. Le dernier Sacre, on connaît bien cette date de 1983 avec la victoire de Yannick Noah. Il avait battu Mats Wilander en plus en 3-7, sachant que c'est en 3-7 gagnant. Il avait été assez incroyable ce match. Une petite anecdote rapide, Noah avait dit, il était plus trop motivé par le tennis. En fait, il avait dit à un ami à lui, allez, on va aller au Cameroun, on va s'acheter une petite maison, je vais me mettre à la guitare et je vais arrêter le tennis. Et finalement, il décide, avec un petit peu son prof qui a pas mal insisté, il lui dit allez, vas-y, fais au moins un dernier. Il le fait, il gagne. Et là, toute sa vie est chamboulée. Et ça reste aujourd'hui toujours le seul vainqueur de Roland Garros de l'ère moderne. Tout à fait. Wilander donc a perdu contre lui, mais l'année d'après. Alors c'est pas l'année d'après, je crois que c'est en 88. En 88, il bat Henri Lecomte. Lecomte qui était aussi un des joueurs mythiques français, qui a été, je crois, jusqu'à une 5e place mondiale, qui n'a pas pu faire aussi bien que Noah. Je crois que Wilander l'avait eu mauvaise. Il faisait partie de cette équipe de France, et Henri Lecomte qui a aussi gagné la Coupe Davis avec Yannick Noah à l'époque. Ouais. Exactement. Alors ensuite, il y a eu les années 90, on voit l'émergence aussi finalement d'Espagnols qui sont la terre battue, c'est la terre espagnole. Le tennis espagnol, exactement. Ça représente énormément. Ils jouaient énormément sur terre battue. Ils étaient très préparés. Et puis il y a eu une grosse génération qui est arrivée avec les Bruguera, Moya, Ferrero qui ont gagné, qui se sont imposés, et Arantxa Sanchez chez les filles qu'on sait aussi qui a donné du fil à retordre à Steffi Graf, Seles, toute cette génération. Et donc bien sûr qui ont donné là aussi la voix à Nadal avec ses fameux 14 titres et le premier en 2005. Ouais, c'est un record absolu encore aujourd'hui. Alors, et côté des dames, il y a une Française aussi qui a brillé quand même dans les années 2000. En 2000, Marie Pierce. Donc voilà, on parle de Noah. À tout jamais. Mais Pierce, oui, voilà, c'est ça exactement. Donc Marie Pierce qui s'est imposée. Elle avait déjà atteint la finale en 94, mais là, en
en 2000, elle réussit à s'imposer. Alors on parle souvent de Grand Chelem, mais en fait, est-ce que tu peux nous dire un peu d'où vient ce terme et combien y a-t-il finalement de tournois qui composent ce Grand Chelem ? Le Grand Chelem, en fait, pour l'histoire, vient d'un terme de cartes, de jeu de cartes, en fait, à la base, plus exactement le bridge, et aussi du golf. On parle de Grand Chelem, de golf aussi depuis longtemps. Donc ça vient de là, et un jour, il y avait des journalistes du New York Times qui se sont inspirés, en fait, d'un exploit d'un certain Donald Budge, qui avait remporté les 4 tournois du Grand Chelem la même année. Et là, ils ont utilisé pour la première fois le terme de Grand Chelem, parce qu'on dit aujourd'hui que faire le Grand Chelem, c'est gagner les 4 tournois du Grand Chelem la même année. C'est quoi les 4 tournois du Grand Chelem ? Les 4 tournois du Grand Chelem, on commence en janvier, dans l'ordre par l'Open d'Australie, qui est sur dur synthétique. On parle de, évidemment, Roland Garros au mois de mai, sur terre battue, Wimbledon fin juin, sur gazon, et on clôture avec l'US Open, fin août, début septembre, sur dur acrylique. Voilà, chaque surface ayant leur spécialité. Alors justement, en quoi elles influencent le jeu ? C'est vraiment 4 surfaces différentes, il faut vraiment une force d'adaptation. Complètement, il y a vraiment des spécificités très particulières. On a le gazon qui a un rebond très bas, qui est assez rapide, même s'ils l'ont un peu ralenti aujourd'hui, parce qu'avant c'était trop spécifique aux grands serveurs. La terre battue qui a un rebond beaucoup plus haut, plus lent, et qui favorise les lifters, les joueurs de fond de cours avec des filières plutôt longues, et les surfaces dures, qui est un peu un entre-deux, même si entre l'Open d'Australie et l'US Open, on a quand même des durs différents. L'US Open étant aujourd'hui la surface la plus rapide. On va un tout petit peu anticiper. La semaine prochaine, ça ouvre dimanche. David, quels sont pour toi les favoris de cette édition 2025 ? Alors, les favoris, on va commencer par les dames. Les dames, il y a quand même la triple tenante du titre. On peut pas la mettre de côté. Iga Swiatek, la polonaise, qui est aujourd'hui la favorite, même si elle a pas énormément brillé en préparation, mais faut toujours se méfier. Et il y a Aryna Sabalenka, joueuse surpuissante, et puis bien sûr numéro 1 mondial aussi, il faut pas oublier. Donc elle sera forcément partie des favorites. Après, voilà, c'est compliqué des fois de dire elles sont numéro 1 et 2, donc elles sont ultra favorites. Oui, forcément, mais il y a des joueuses qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Il y a une petite joueuse là petite par l'âge, hein, qui s'appelle Mira Andreeva, la révélation de la saison, qui a 17 ans et qui est déjà dans le top 10 mondial. Côté français, on va pas... Alors, chez les Françaises, c'est compliqué. On va dire qu'il y a un gros noyau, mais il n'y en a pas une qui se démarque vraiment l'une de l'autre. On a eu une période où il y avait Amélie Mauresmo, on se disait elle peut. Pierce, pareil, elle l'a fait. Mais aujourd'hui, il y avait Caroline Garcia un petit peu, toujours rattrapée un peu par la pression. C'était compliqué. Mais il y a beaucoup de joueuses, de très bonnes joueuses. De là à dire qu'elles vont remporter le titre, c'est compliqué quand même. Et chez les hommes, pareil, je vais pas être très original, mais entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz viennent... On vient de voir la finale à Rome. La finale de Rome. On a vu un peu ce que ça pourrait donner. Avantage Carlos Alcaraz, si on voit le match hier. Légèrement, tout à fait. Après, ça reste des matchs en 3-7 gagnants, donc au meilleur des 5 manches. Ça peut être différent, mais bon, ça va. Et en plus, on sait qu'ils savent déjà qu'ils peuvent se rencontrer qu'en finale. Mais là, on a peut-être un garçon qui peut faire quelque chose. Chez les hommes, par contre, il y a un garçon, lui, qui se démarque un peu. C'est Arthur Fils. Arthur Fils, il a prouvé quand même que les meilleurs joueurs du monde ne lui faisaient pas peur. Et d'ailleurs, je pense que les meilleurs joueurs du monde ont un peu plus peur de lui maintenant, parce qu'il a vu qu'il avait le potentiel pour faire quelque chose. À voir maintenant, mais il faut prendre les tours les uns après les autres. Merci David pour cette plongée passionnante dans l'histoire et l'actualité de Roland Garros. On se retrouve bien sûr très vite la semaine prochaine pour une nouvelle chronique où là on débriefera des premiers matchs. On vous accompagnera sur les semaines qui viennent pour continuer de parler de Roland Garros. Avec plaisir. Et d'ici là, bon tournoi à toutes et à tous. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec notre invité Morgane Lelièvre, trail runner, qui nous raconte la traversée verte. Et si on parlait de sport, mi-temps. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport.
Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et voilà, retour dans l'émission Et si on parlait de sport. Et dans cette deuxième mi-temps, nous vous proposons une interview exclusive de Morgane Lelièvre, dite la runner, trail runner, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle est en train de faire à travers cette traversée verte. Chaque kilomètre est un acte pour la planète, dit-elle. Nous la retrouvons sur un chemin entre Bourges et Aurillac, quelque part, dans le vent et au bord des sentiers bordés d'arbres. Bonjour Morgane. Bonjour Laurent. Alors, et merci de nous accorder un moment pendant ta course. Tu es en train de réaliser un défi finalement impressionnant. Traverser la France en course à pied du nord au sud en ramassant des déchets. Avant d'aller plus loin, d'abord, qui est aujourd'hui Morgane Lelièvre ? Écoute, je suis une petite nana de 35 ans, passionnée d'ultra trail. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'en fais. J'ai commencé en Nouvelle-Calédonie. C'est là où j'ai découvert cette passion incroyable. Et je me suis rendu compte que j'adorais les longues distances et que mon corps récupérait surtout super bien. Tu as un surnom. Tu t'appelles Trail Runner en fait. C'est ça, c'est mon petit nom de scène, ouais. Voilà, donc ça t'est venu comme ça. Comment on se lance dans une opération comme ça ? Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer ce que c'est que la traversée verte ? La traversée verte, c'est donc la traversée de la France en courant du nord au sud, donc de Dunkerque jusqu'à Prat-de-Mollo, dans les Pyrénées-Orientales, en ramassant les déchets sur mon chemin et en sensibilisant les écoles et les mairies sur la route aussi. Donc là t'es parti de quand exactement ? Alors, je suis partie de Dunkerque le 22 avril. J'ai choisi cette date parce que c'était la journée de la Terre. Et symboliquement, je trouvais que c'était important de marquer le coup là-dessus. Et t'as prévu d'arriver quand et où ? Alors, je vais arriver à Prat-de-Mollo-la-Preste, qui est dans les Pyrénées-Orientales, qui est pas très loin de la frontière avec l'Espagne. Et j'arrive le vendredi 6 juin, en début d'après-midi. D'accord, on suivra donc ton arrivée. Est-ce que donc en fait, quelque part, tu cours toute seule, en autonomie totale. Comment tu t'organises concrètement pour mener une aventure comme ça au quotidien ? Du coup, j'ai mon parcours qui est déjà enregistré à l'avance sur l'application qui s'appelle Komoot, qui après se met sur ma montre en fait. Donc tous les jours j'ai mon itinéraire, j'ai juste à suivre ma montre pour être sûr de pas me tromper sur la route. Et ensuite je m'organise un petit peu en fonction de chaque étape à l'avance pour trouver des cimetières, trouver de quoi manger. Alors faut expliquer pour les gens qui savent pas forcément. Moi je sais pourquoi, mais pourquoi tu trouves des cimetières ? Ça c'est une petite info que tu veux donner quand même. C'est vrai, petite info importante, du coup, pour retrouver de l'eau. Parce qu'il y a de l'eau potable dans les cimetières et du coup, ça peut être pas mal de recharger de l'eau dans la journée. Voilà, pour tous les marcheurs qui n'ont pas l'habitude, qui ne savent pas, ou les coureurs, c'est une technique, il faut savoir, il y a toujours dans les cimetières un robinet qui vous permet d'avoir de l'eau fraîche. Voilà, c'est important. Petite astuce de la part de Morgane. En fait, Morgane, c'est quoi le déclic qui est pour te lancer dans une telle aventure ? C'est un projet qui est complètement unique et ça mobilise à chaque fois ton corps et des convictions. Exactement. C'est vrai que j'ai toujours été très sensible à l'écologie, à l'environnement. C'est quelque chose qui me touche depuis toujours. D'ailleurs, j'ai fait des études en développement durable. Donc voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Et ça fait un moment que je cours justement sur les chemins et que je vois des déchets. J'essaie de ramasser ce que je peux. Mais en fait, en revenant sur les mêmes chemins, en retrouvant des déchets encore et encore, malgré le fait d'essayer de les ramasser à ma petite échelle, c'est vrai que c'est un peu triste et frustrant. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose à plus grande échelle. Et en fait, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie, comme je disais, puis en Australie pendant 2 ans. Et là-bas, je suis arrivée un tout petit peu après les incendies qui ont ravagé toutes les forêts. Et il y a un désert qui s'appelle un parcours dans le désert qui s'appelle le Larapinta Trail, qui fait 250 km. Et j'avais décidé à l'époque de le courir en récoltant de l'argent pour le WWF en Australie, pour qu'ils aient un peu plus de fonds pour pallier à tous ces dégâts et que ça m'a énormément plu. En rentrant en France il y a quelques années, je me suis dit que j'avais envie de refaire quelque chose comme ça, un projet en off un petit peu, tout en faisant quelque chose pour
pour l'écologie et notre belle nature. Et je me suis dit, pourquoi pas ramasser les déchets en traversant la France. Et puis voilà, et puis ça fait quasiment un an que j'ai préparé tout ça, l'itinéraire, toutes les rencontres et voilà, maintenant j'y suis, c'est génial. Alors, on va préciser une chose importante, tu n'es pas du tout australienne, ni néo-zélandaise, mais tu es toulousaine, il faut le se dire. Et donc, tu as choisi un itinéraire assez particulier à travers cette méridienne verte. Pourquoi ce choix ? La méridienne verte, du coup, il y a eu beaucoup de célébrations dans les années 2000 suite à l'architecte Paul Chemetov qui a réalisé un certain nombre de plantations tout le long de cette méridienne verte. Et en fait, depuis les années 2000, on n'en parle plus du tout. En contactant les écoles, on s'est rendu compte il y avait beaucoup d'arbres qui étaient morts. Il y avait c'était un peu à l'abandon entre guillemets et je me suis dit que ce serait l'occasion de remettre la méridienne verte un petit peu à l'honneur. Et puis c'est vrai que c'était un parcours qui était assez chouette aussi dans la mesure où ça me permettait aussi de traverser des communes, des villes pour pouvoir trouver des poubelles, ne serait-ce que ça, c'est pas mal, pouvoir me nourrir et voilà. Donc c'est vrai que au niveau logistique, c'était très chouette aussi. Quelles sont en gros, quand tu cours comme ça, les réactions des personnes que tu rencontres sur ton chemin ? Et est-ce que ton action finalement suscite l'intérêt et du soutien ? Alors, je dirais que la plupart des gens qui voient, je pense que c'est beaucoup des regards de curiosité. Ils se demandent ce que je fais, pourquoi je fais. Il y a très très peu de réactions au final. Quelques gens qui me remercient, surtout des coureurs et des cyclistes justement, qui me croisent en me disant merci pour la planète, c'est super ce que vous faites, ou des petits mots comme ça d'encouragement. Donc ça c'est assez chouette. Après c'est beaucoup sur les réseaux sociaux aussi d'encouragement de la part de la communauté de trailers, de la communauté de sportifs et voilà. Après quelques petites réactions un peu, mais pas méchantes, mais du genre pourquoi vous faites ça, c'est pas à vous de le faire, voilà, des petites choses comme ça. Mais sinon c'est quand même très très positif. Ça fait du bien aussi, même si j'ai pas besoin de ça pour avancer, que j'ai beaucoup de mental et de force, mais ça rajoute un peu de motivation quand même par moment. C'est les belles rencontres aussi. En fait, tu évoques souvent l'idée d'un geste politique. J'ai envie de dire que ramasser des déchets serait un acte politique selon toi. Toi, ton idée de la politique, c'est une politique non pas du parler, mais c'est une politique de l'action, si je comprends bien. Exactement, ouais. En fait, je pense que c'est un peu pour pallier aussi au triangle de l'inaction où on se dit non, c'est pas à moi de le faire parce que c'est pas mes déchets et parce que pour moi, en fait, c'est un geste citoyen, c'est une façon de montrer que pour nous la nature est importante, qu'on a envie de profiter de la nature propre. Et voilà, c'est une manière pour moi, je pense, de montrer en fait qu'on s'intéresse à l'intérêt général, qu'on s'engage dans cette lutte-là contre un peu la crise écologique, si on veut dire. Oui, alors c'est pas de la politique politicienne dont tu parles, mais c'est bien de la politique active, de l'action, et plutôt que de raconter tout un tas de choses, même si tu témoignes, mais en même temps tu témoignes en faisant les choses. C'est ça, et puis c'est vrai que je me dis, ok, c'est pas mes déchets, mais c'est ma planète, et c'est notre planète, c'est pas nos déchets, mais c'est notre planète, et je pense que ça doit parler à beaucoup de monde. Exactement. Et alors, au niveau écologique, si on va prendre ce grand mot, qu'est-ce que l'impact concret sur ton action ? C'est des déchets en moins qui finiront pas dans la nature, qui finiront pas dans les océans. Après, c'est à ma petite échelle, c'est sûr que malheureusement, je peux pas tout le temps tout ramasser. Il y a encore des décharges sauvages. Je me dis que c'est toujours un déchet en moins. À chaque fois que je ramasse c'est un déchet en moins qui finit dans la nature, qui pollue les océans, qui tue nos animaux marins, etc. En fait, voilà, c'est à ma petite échelle. Je me dis que c'est. Mais c'est une action douce, remarquable. Et en fait, effectivement, s'il y avait 10 000 Morgane Lelièvre sur le terrain, ça ferait déjà beaucoup de travail qui serait fait, réalisé. Donc, on ne peut qu'encourager derrière ce que tu fais à d'autres personnes de se lancer dans ce genre de parcours. C'est un peu un défi que tu lances au monde. Mais c'est vrai que tout simplement ramasser son mégot, ramasser son bout de papier, penser à ces gestes éducatifs de base sans aller plus loin. L'écologie, c'est ça aussi. C'est les petites choses simples, en fait. Exactement, ne serait-ce que trier en fait
trier, recycler pour éviter de toujours creuser dans nos ressources naturelles qui sont pas inépuisables malheureusement et du coup voilà par exemple le verre et le carton se recyclent quasiment à l'infini, donc c'est quelque chose au lieu juste même de le jeter à la poubelle, c'est toujours mieux qu'en nature bien sûr, mais de se dire si je peux le recycler c'est encore mieux parce que du coup ça permet de refaire les mêmes ressources avec. Donc et même toi, j'ai lu que à propos de ta nourriture, de ce que tu fais attention à tout ce que ça dégage, c'est-à-dire qu'effectivement il faut bien que tu te nourrisses, mais toi tu as choisi de faire en sorte que tu ne laisses pas non plus dans la nature plus de déchets. Exactement, oui. Du coup, je note tous les déchets en fait, tous les emballages alimentaires, le poids de chaque emballage alimentaire ou de chaque emballage que j'achète, pour justement peser aussi les déchets que moi je fais pendant ma traversée. Et voilà, après on se rend compte que c'est quand même très compliqué. J'ai des petites poches en coton pour acheter en vrac. Souvent ça marche très bien en boulangerie, on me le refuse jamais, donc ça c'est chouette. Pour les fruits et légumes, c'est pareil, de ce côté-là c'est assez facile. Mais c'est vrai que dès qu'on veut acheter autre chose, c'est très vite compliqué, surtout dans les petites communes, de trouver des produits en vrac. Il y a toujours des petits emballages au final. Donc on se rend compte de la difficulté qu'on a à faire du zéro déchet. Voilà, après je fais au mieux. Mais... Non mais c'est déjà superbe comme témoignage. On va parler un petit peu sport parce que tu as aussi une petite carrière sportive quand même, parce que tu me disais que tu aimes bien courir, que tu as fait depuis de nombreuses années des courses. Comment tu gères ton effort physique jour par jour? Ça représente 46 jours de course et je dis bien c'est de la course que tu fais, c'est pas de la marche à pied. C'est un sacré défi pour le corps. C'est ça, c'est vrai, c'est un défi, et sachant qu'en plus du coup j'ai quasiment 10 kilos sur le dos avec tout mon matériel. Ma tente et tout mon petit matériel pour être autonome sur cette traversée. Et au final, du coup, je me suis beaucoup entraînée à courir avec du poids pour entraîner justement mon dos et mes genoux, parce que c'est courir comme ça, c'est pas pareil en fait. Courir avec 4-5 kilos sur le dos un petit peu tous les jours, du coup c'est vrai que ça passe beaucoup mieux, et au final j'ai quasiment aucune douleur, donc ça c'est assez chouette. J'ai fait beaucoup de renforcement musculaire aussi pour préparer mes muscles et mes articulations. J'ai mon kiné aussi qui m'a donné des petits exercices à faire, des petits exercices d'échauffement entre guillemets le matin. Le soir j'ai un petit rouleau de massage, donc je me masse partout pour bien délier tous les muscles et les préparer au lendemain. Et voilà, et au final, et après si je me suis beaucoup entraînée aussi à courir dans Toulouse justement, et à me baisser régulièrement dès que je voyais un déchet pour pareil préparer tout ça, parce que j'ai quand même une pince pour ramasser les déchets, mais parfois il faut que je me baisse quand il y a par exemple plusieurs mégots les uns à côté des autres. Donc au final, mon corps le vit très très bien, j'ai quasiment pas eu de douleur le lendemain. Puis je dors beaucoup. Donc ça, c'est au niveau récupération, c'est incroyable. À partir du moment où on s'hydrate, on s'alimente bien et où on dort beaucoup, le lendemain, j'ai l'impression de repartir et je suis fraîche, quoi. C'est assez incroyable, mais le corps est capable de tellement de choses. Souvent, c'est le cerveau qui limite beaucoup, et du coup, mon corps va super bien, et j'ai aucun doute sur le fait que je vais finir sans problème, quoi. Donc, et le soir, pour ce qu'on appelle le bivouac ou les arrivées le soir, tu as organisé tout ça, ou c'est un petit peu des fois un peu à l'aventure? Alors ça dépend des soirs, ouais. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu à l'aventure. Quand je sais qu'il y a une forêt pas très loin et qu'il n'y a pas de propriété privée ou de choses comme ça, là je sais que je vais pouvoir me mettre dans la forêt tranquillement. Quand j'arrive plus proche des villes ou des petites communes, là par exemple je suis dans un petit camping municipal. Donc c'est un petit peu, j'ai pas voulu tout réserver à l'avance pour me laisser quand même une petite marge de manœuvre, si en cas de fatigue ou en cas de si je rencontre des gens sur la route, etc. Mais au final, je dirais peut-être 2 jours à l'avance, je regarde un petit peu s'il faut que je réserve un hébergement. Et c'est aussi en fonction de j'ai deux powerbanks, deux chargeurs externes. Batterie externe. C'est pareil, quand je sens que je peux plus trop charger mon téléphone et ma montre le soir, du coup, je me réserve un petit logement pour le lendemain pour pallier à tout ça, quoi. Et donc, sans coaching, sans partenariat, tu es parti comme ça, sur tes propres fonds. Comment tu t'es lancé dans cette aventure? Il faut un minimum de moyens quand même.
Alors j'ai eu une aide, donc je suis ambassadrice de la marque Wise, donc j'ai une petite enveloppe financière, donc ils m'ont aidé un petit peu pour que je m'achète quelques vêtements à eux. Donc c'est une marque qui est basée sur Annecy, qui est spécialisée sur l'ultra trail. Et au final, c'est des vêtements qui sont fabriqués en Europe, donc c'est de la qualité et ça dure sur du long terme, donc c'est assez chouette là-dessus. Merci encore à eux d'ailleurs de m'avoir aidé un petit peu. Et au final, oui, sur tout le reste, c'est mes économies, mes petites économies. J'ai mis de côté pendant un petit moment aussi. Et puis, il y a du matériel que j'avais déjà parce que avec l'Ultra Trail, on a quand même pas mal de matos qui est lié à tout ça. Mais puis, je sais que c'est de l'investissement sur du long terme. Il y a des choses dont je me servirai sans problème après. Et à part ça, tu travailles ou c'est que de la course que tu fais? J'aimerais bien faire que de la course, ce serait génial. Il y a un enfant d'ailleurs qui m'a demandé si j'étais payée dans une des écoles que j'ai rencontrées, qui m'a demandé si j'étais payée pour chaque déchet que je ramassais. Ben dis donc, je pense que je serais riche. Non, du coup je travaillais avant de partir, c'est Nature et Découverte en tant que guide conseil évasion, donc tout ce qui est matériel de randonnée, outdoor et de télescope. Voilà, si je le souhaite, je peux revenir là-bas quand j'ai fini cette petite aventure. Donc retour sur Toulouse prévu quand? Du coup, arrivé 6 juin à Prat-de-Mollo, je pense que je vais profiter un petit peu de ce petit village qui a l'air très chouette. Mais le 7 ou le 8, je serai rentrée à Toulouse, ouais. D'accord. Alors, on va terminer cet échange superbe, passionnant de t'entendre et voir la passion que tu mets là-dedans. Quel message, toi, tu aimerais transmettre à ceux qui te suivent à travers les réseaux et à travers les différentes médias et qui te découvrent? Ou éventuellement, peut-être donner envie à ceux de se lancer aussi un défi comme tu viens de le faire? Je dirais déjà profiter, sortez, bougez, ne serait-ce que, il n'y a pas besoin d'être rapide ou de partir sur du long terme ou des choses comme ça. Juste aller dehors, profiter. Franchement, c'est une aventure incroyable que je vis et le fait juste de courir tous les jours à l'extérieur, de découvrir de nouveaux chemins, de découvrir notre belle France en fait, d'être en nature tout le temps, c'est juste incroyable, et de rencontrer autant de gens passionnants et passionnés et notre belle communauté de coureurs et de sportifs. Et je dirais aussi de pas se décourager quand on voit les déchets. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages de coureurs qui me disaient à chaque fois que je vais courir, je vois beaucoup de déchets, ça me décourage et tout ça, et de se dire que on n'est pas seul là-dedans, chaque petit geste compte, et voilà, il faut pas se décourager, et c'est en train d'évoluer dans le bon sens, donc voilà. Un beau message de fraîcheur et de passion. Merci Morgane pour ton temps, ton engagement dans cette 102e émission de Et si on parle de sport, et surtout pour avoir partagé avec nous ta conviction que grâce au sport, chacun peut contribuer à un avenir plus durable et inspirer les autres et agir à leur manière. Bonne route, à très bientôt sur le reste de la Méridienne. Merci Laurent, merci tout le monde. Alors vous pouvez suivre Morgane, donc on va l'appeler Trail Runner, qui se trouve sur vos réseaux sociaux. Vous la retrouvez sur les étapes en étapes de la traversée verte jusqu'au 6 juin. Date d'arrivée prévue à Prat-de-Mollo. C'est la fin du match. Tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport? Fin du match. Voilà, c'est la fin du match et de cette 102e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans cet agenda des sportifs. Le dimanche 18 au 24 mai, il y a du tennis avec le tournoi WTA 250 de Rabat au Maroc, et le tournoi WTA de 500 de Strasbourg. Du dimanche 18 au 25 mai, tournoi ATP 250 de Genève en Suisse et le tournoi ATP 500 de Hambourg en Allemagne. Du mercredi 21 au 22, natation meeting Mare Nostrum à Barcelone en Espagne. Le vendredi 23 mai, handball avec l'Iki Molling Starling, la 27e journée, Montpellier contre Dunkerque et Nîmes contre Paris Saint-Germain, Saint-Raphaël contre Toulouse. Rugby à 15, on aura la finale du Challenge Cup avec Bath contre Lyon. Du vendredi 23 au 25 mai, VTT, Coupe du Monde cross-country à Nové Mesto en République tchèque.
Le samedi 24, football, finale de la Coupe de France. Reims affronte Paris Saint-Germain au Stade de France à Saint-Denis. Rugby à 15, finale de la Coupe des Champions, Northampton contre Bordeaux-Bègles. Et rugby à 13, Championships, Toulouse Olympique 13 reçoit Barrows Raiders. Du samedi 24 au 25, natation Meeting Mare Nostrum au Canet-en-Roussillon, basket 3-3 le Masters à Marseille, en VTT championnat d'Occitanie de descente à Barèges, en karting championnat sud 4-5 circuit Robert Grouillard à Muret, rugby féminin élite 1 demi-finale Bordeaux contre Romagna et Blagnac contre Toulouse. Dimanche 25, le Moto Grand Prix de Grande-Bretagne, de l'athlétisme aussi avec la Diamond League qui se jouera à Meeting de Rabat au Maroc. En auto Formule 1, le Grand Prix de Monaco. Basket femme, match de préparation championnat d'Europe. La France affronte la Turquie à Reims. En rugby à 13, Élite 1, finale Albi contre Carcassonne. Et en fait, du dimanche 25 mai au 8 juin, on aura donc le début du tennis avec Roland-Garros, homme-femme à Paris, du lundi 26 au 31 mai, gymnastique artistique, championnat d'Europe en Allemagne. C'est la fin du match pour cette 102e émission de Si on parlait de sport. Un grand merci à vous, colonel Frédéric Laprevotte, chef d'escadron Christophe et Morgane Lelièvre pour avoir partagé ce moment avec nous. C'était un vrai plaisir de vous avoir au micro. Merci à vous aussi, toutes et tous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Continuez à parler de nous autour de vous, à partager nos émotions, à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube. Et si on parlait de sport, c'est grâce à vous que l'aventure continue. Un clin d'œil à nos partenaires LG Consultants, Simper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport. Merci bien sûr pour votre soutien fidèle. On est ravis de vous avoir à nos côtés. Et bien sûr, un énorme merci à la toute nouvelle équipe de l'Asso. Et si on parlait de sport, une vraie bande de passionnés qui se donnent à fond chaque semaine pour préparer cette émission. Belle équipe, bel esprit. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission pleine de sport, de bonne humeur et de partage. À la semaine prochaine dans Et si on parlait de sport.